Je vais vous parler du changement climatique. Moi, je vais insister sur l'aspect eau, et on ne peut pas parler de l'eau sans parler de l'alimentation, qui est très, très étroitement liée, puis vous verrez aussi d'autres aspects. Par rapport à l'eau, on observe déjà des impacts du changement climatique sur les déterminants des précipitations. Donc, en fait, de l'eau qui tombe, hein, c'est l'eau sous forme de pluie, de grêle, de neige, tout ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les précipitations. Et alors, depuis 1951, donc depuis déjà 70 ans, on observe des tendances sur le monde entier qui sont peu significatives, mais qui existent quand même. Et ces tendances qui sont à l'aridification de toute la bande sahélienne et Afrique australe, le bassin méditerranéen, une partie de la Chine, de l'Asie, et l'Australie, un peu d'Amérique du Nord. Donc ce ne sont pas des tendances significatives. Par contre, on en observe. On n'est pas sûr en fait que ce soit autre chose que des oscillations naturelles. Sauf en certains points, et notamment ici, et puis l'Europe du Nord, où c'est quelque chose de robuste. À l'échelle européenne, c'est aussi difficile d'avoir des tendances significatives, mais on en a. Donc là, c'est depuis les années 60, c'est plus zoomé. Et vous voyez que sur l'Europe, nous avons des tendances à la diminution des pluies sur la bordure méditerranéenne et à l'augmentation sur l'Europe de l'Est. Vous voyez, donc là, c'est des zooms, en fait, hein, sur la Norvège. Vous voyez une augmentation, là, qui est qualifiée de significative. Et statistiquement, et une diminution sur l'Espagne. Alors sur la France, évidemment, on est entre les deux, c'est pas clair, hein, nous n'avons pas de tendance forte. Par contre, nous avons des tendances au sud et au nord de chez nous. L'attribution au changement climatique elle-même est difficile. Alors, ça, c'est les précipitations moyennes. Mais en fait, on peut regarder d'autres indicateurs. Par exemple, ce qui découle des précipitations, donc les flux dans les rivières. Et là, sont observées des variations donc des débits maximum. Voilà. Bon, pas avec des inondations, mais enfin des débits maximum de façon générale. Et vous voyez qu'on a quand même des tendances tous les 10 ans, plus 5%, plus 5 à 12%, observés sur ces flux maximum, donc de quasi-inondations, enfin pas les plus forts, mais bon, plus importants, donc qui sont observés, et alors que nous avons une tendance à la diminution de ces flux sur l'Espagne et aussi sur l'Europe centrale. Sur les pluies elles-mêmes, vous avez des tendances qui sont assez variables, mais depuis donc toujours environ 60 ans, varie suivant les saisons et suivant les lieux. Donc, d'après ces estimations-ci, ces chroniques-ci, nous avons quand même une diminution très consistante des pluies sur le sud de la France, depuis donc environ 70 ans, et une augmentation sur le nord. Cette tarification est plus prononcée en hiver et plus robuste, notamment sur l'Est, en automne. Ce ne sont pas des tendances très très fortes, mais ce sont des tendances qui existent. Voilà. Alors, sur 100 ans, on observe des tendances plus faibles. C'est curieux, ça veut dire qu'en fait, ça ne fait pas que, par exemple, baisser dans le sud, hein, mais ça doit augmenter avant. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes aussi en présence d'oscillations naturelles d'une durée d'environ 60 ans. Hein, c'est la variabilité multidécennale et c'est quelque chose de connu. Donc, du coup, il est difficile de trouver un signal climatique lorsque nous avons déjà une variabilité et que ce signal climatique est faible. Donc, l'attribution est difficile dans ce cas-là. Sur un intervalle de temps plus petit, on voit quand même des tendances qui sont plus fortes, bon, même si elles ne sont pas très significatives. Vous voyez, donc, ce n'est pas tout à fait la même carte parce que ce n'est pas les mêmes équipes qui travaillent dessus. Mais vous voyez, donc, en hiver, une aridification dans le sud. Et puis, en automne, ce n'est pas le même schéma, comme vous voyez. Ce ne sont pas des tendances qui sont très, très fortes ni très vraiment fiables, malheureusement. Sur les épisodes dits météorologiques extrêmes, les grosses pluies, en fait, hein, dont est notamment victime le sud de la France. Et donc là, vous voyez que sur les 50 dernières années, dans le sud-est, on a la répartition donc, des pluies intenses, donc c'est-à-dire c'est des pluies, je crois, de retour 100 ans, je crois. Mais en tout cas, vous voyez qu'actuellement, on est ici. Et puis, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'endroits, de stations où, globalement, elles sont plus élevées. C'est plus de 20 à 40%, hein, jusqu'à plus 100% en peu de points. Et comme vous voyez là en rouge, donc c'est quand même des zones qui sont assez étendues sur lesquelles nous avons une aggravation importante de ces pluies intenses. Et d'ailleurs, dans nos mémoires récentes, on voit quand même qu'on a l'impression que c'est plus fréquent, plus fort. Et effectivement, c'est le cas. Donc ça, si vous voyez, c'est un index mathématique qui dit si la tendance
qui existe est significative. C'est-à-dire qu'en fait, si elle est plus importante que du bruit. Et vous voyez que jusqu'à la fin des années 80, milieu des années 90, ce risque était de l'ordre de 100%, vous voyez en haut, ou de 20%. Voici donc 10% en bleu et 5%. Et vous voyez que on avait un risque significatif, important, à se tromper en disant qu'il y a une tendance. Mais depuis le milieu des années 90, avec l'augmentation de la durée d'observation et l'aggravation sans doute des épisodes, on voit que ce risque diminue puis s'effondre en fait pour devenir très petit, quoi. Donc 2-3%. Donc là, on peut largement dire, sans risque ou sans grand risque, que nous avons une tendance à l'aggravation. Alors, ce qui est important aussi dans cette figure, vous voyez, c'est que même si les observations permettent, à partir des années, disons, fin des années 90, de dire qu'il y a une aggravation, avant, le risque était important, mais ça ne veut pas dire qu'on aurait eu tort à cette période-là de dire qu'il y a une aggravation. C'est-à-dire qu'on peut se tromper en le disant, mais enfin, on peut aussi se tromper en ne le disant pas. Et ça veut dire qu'en fait, dans ces années-ci, il aurait été possible de dire qu'il y a une aggravation, pas encore confirmée, mais plausible à l'avenir. Et l'avenir dit si on a raison ou pas. Ça, c'est très important pour ce qui est de comprendre le changement climatique et les affirmations qu'on pourrait faire ou pas. Et il est tout à fait possible de prendre un risque raisonnable alors que statistiquement, il reste relativement prononcé en disant qu'il va se passer telle chose, qui sera confirmée plus tard, peut-être. Sur les ressources en eau, donc il y a des impacts qui sont déjà observables. Donc, je vous montre à l'échelle de la France, essentiellement. Et là, on voit c'est une étude récente sur les 40 dernières années, on voit que sur ces 40 dernières années, on a vu sur les pluies qu'il y avait un petit signal, mais sur les flux, par contre, sur les flux de rivières, on voit qu'on a une baisse de la ressource annuelle totale, c'est tout ce qui coule dans les rivières, ces différents points de mesure, avec une baisse significative, cette fois-ci, sur le sud de la France, de 3% jusqu'à 3% de perte tous les 10 ans. Donc sur 40 ans, ça fait 12%. Un huitième, c'est quand même important. Et ça, c'est statistiquement confirmé. Les étiages, c'est ce qu'on appelle, c'est les bas débits, en fait, qui sont souvent en été pour les rivières qui sont alimentées par la pluie. Pour les rivières qui sont alimentées par la neige, l'étiage est parfois même carrément en hiver. Donc là, on a des étiages qui sont en aggravation, jusqu'à 4%. Donc c'est plus important pour les étiages que pour la moyenne. Et puis aussi, les étiages d'été sont plus précoces et plus longs. Alors ça, c'est des observations toujours plutôt sur le sud de la France. Si on regardait les 40 précédentes années, on avait les tendances inverses. Voilà. Donc il faut bien comprendre que par le passé, il est difficile de dire ça monte et ça descend. Il est difficile de dire que c'est le changement climatique parce que le signal est faible par rapport aux oscillations naturelles pluridécimales. Et sur les crues, on n'a pas vraiment de tendance observée, vraiment significative. Alors, tout de même, ce qui se passe, c'est que il y a des petits changements, et quand il y a des changements, c'est pas simplement les débits qui changent, c'est aussi la répartition dans l'année. Donc là, je vous montre un débit d'une rivière, comme on dit, nivale. Donc en fait, elle est alimentée par la neige dans les Alpes, et donc son fonctionnement naturel, c'est de présenter des bas débits en hiver. Alors il y a un étiage en été, c'est vrai, mais aussi des très bas débits en hiver. Et puis avec l'évolution actuelle de ces débits, on voit que ça baisse en été et ça monte en hiver. Et finalement, l'ensemble baisse en moyenne parce que finalement, il y a moins d'eau. Et on voit en fait que le régime de cette rivière change en relatif et finalement, les étiages d'hiver sont moins importants et les étiages d'été sont plus importants. C'est-à-dire que c'est une rivière qui change de régime. Elle devient plus une rivière de plaine, progressivement. Et ça a des impacts très forts sur la vie aquatique de ces rivières, puisque les rythmes saisonniers sont différents. C'est comme si on vous changeait, nos rythmes saisonniers avec des chaleurs qui ne seraient pas les mêmes. Pour les poissons de la vie aquatique, c'est la même chose. Donc les impacts en fait, environnementaux peuvent déjà être significatifs. D'ailleurs, on observe que, toujours dans nos rivières déjà, on observe que globalement, et en fonction de l'altitude, c'est variable, on voit que la truite, qui est symbolique, si vous voulez, des fonctionnements de rivière un petit peu frais, les habitats de la truite sont en train de s'effondrer depuis une vingtaine d'années. On n'a pas prolongé la courbe, mais en fait, ça s'aggrave largement donc dans les rivières, ce qui veut dire que les habitats de la truite remontent, en fait, et les habitats qui sont en bas deviennent trop chauds pour elles. Donc ça, c'est vraiment un signe, à travers la réponse de l'écosystème, d'un changement à long terme. L'enneigement, qui est important quand même en cette saison, et puis pour l'activité
de montagne, l'enneigement est également en baisse avec une tendance quand même significative. Et vous voyez que depuis 50 ans, en fait, il y a une baisse continue de l'enneigement. De 6 jours par décennie, c'est significatif. C'est-à-dire qu'en fait, en 6 décennies, ça fait un mois. En gros, un mois de neige en moins. Ou alors après, vous avez la neige quand il y en a un peu plus qu'un mètre, donc qui diminue encore plus vite. Voilà. Donc il peut rester de la neige, mais moins qu'avant. Donc ça, c'est des tendances quand même sur le long terme. Alors encore plus long terme, vous avez les tendances sur les glaciers. Donc là, c'est absolument connu et fameux. Je vous montre quelques glaciers alpins. Alors il n'y a pas dedans la mer de glace qui est en train de se reculer de façon très très spectaculaire et qui aura bientôt complètement disparu. Et vous voyez donc en fait un effondrement en équivalent de mètres d'eau, vous voyez 50-60 mètres équivalent, un effondrement donc du volume en fait qui est restant dans les glaciers alpins. Les glaciers pyrénéens sont quasiment déjà disparus, ils sont condamnés à court terme. Donc, on voit des tendances de précipitation pas claires, mais peut-être existantes, et puis des tendances sur les débits dans les rivières qui sont avérées, pas encore reliées forcément complètement au changement climatique. Mais déjà en France, la baisse de la ressource s'accompagne de situations de stress très très importantes au niveau des usages. Et donc, c'est la distinction qu'il faut faire entre ressources et pénurie. C'est que la pénurie, c'est quand il n'y a pas assez d'eau pour les usages humains. Mais il peut y avoir assez d'eau pour la demande environnementale. Et là, vous avez à gauche ce qu'on appelle les zones de répartition des eaux, qui sont en fait des délimitations de gestion pour dire, voilà, sur ces zones-ci, la ressource, il faut la partager. Ce qui veut dire qu'il y a des conflits. Et donc, en gros, on se donne les moyens d'essayer de résoudre ces conflits. Donc, on voit que c'est l'essentiel des grands aquifères qui sont concernés, parce que vous avez le grand bassin parisien qui est ici, vous avez le bassin aquitain là, et puis des plaines un peu plus compliquées ici. Et donc, ces grands aquifères sont concernés par des problèmes de partage des eaux, et puis aussi beaucoup de rivières. Et là, à droite, vous avez des arrêtés sécheresse, c'est-à-dire des décisions prises par les préfets, donc c'est au niveau départemental que la décision est prise, d'imposer des restrictions d'eau. Ça veut dire qu'on va vraiment interdire à des gens d'utiliser l'eau. Alors, on est rarement dans la situation de la sécheresse des années 70 où on demandait aux gens de plus laver ou d'utiliser l'eau de lavage pour arroser les plantes, enfin, plus laver la voiture. C'est arrivé récemment encore. Mais ça veut dire que là, par exemple, il y a des interdictions ou des restrictions pour les agriculteurs pour irriguer, par exemple, ou éventuellement certaines industries, dans un moindre mesure, qui sont moins souvent touchées. Et vous voyez que la France, là, en gros, c'était 2017, oui. En 2017, la France était quasiment totalement en crise hydrique, vous voyez, voire très très forte, avec des grosses restrictions. Ça, c'est en rouge, c'est la crise, pas de crise. En gros, il y a presque plus d'eau dans les rivières. Et on peut traverser la Loire à pied sec quasiment. Enfin, voilà. Donc, vous voyez que cette situation de pénurie n'a pas attendu un développement très important des baisses de ressources en eau pour que, d'un point de vue de nos activités humaines, on soit vraiment impacté. Alors, du coup, je viens de vous parler de l'agriculture. Ce qui se passe avec le changement climatique, c'est que ça agit sur les précipitations, ça agit sur les débits des rivières beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les rivières, c'est ce qui reste d'eau une fois que l'environnement ou l'activité humaine a pris sa part. Et notamment, la grande perte en eau après les précipitations, c'est l'évapotranspiration, c'est-à-dire en fait la perte en eau des plantes due à leur photosynthèse. Et quand on est un pays agricole comme la France ou pour la question agricole, évidemment, toute production de plantes s'accompagne d'une perte en eau par évapotranspiration, évaporation du sol et transpiration des plantes, d'une part. Et ça, quand la température augmente, notamment à cause du changement climatique, on a déjà pris presque 1 degré, quand la température augmente, de toute façon, même si les précipitations ne changent pas, l'évapotranspiration augmente. Donc, le reste diminue. Et cette augmentation de température du changement climatique, autre effet, ça agit sur les plantes. Il y a des plantes qui aiment bien la chaleur, mais pas trop. Et puis d'autres qui l'aiment pas, et il faut rester à des températures fraîches. Et en fait, donc, on a un impact de tous ces facteurs combinés sur la production agricole. Et évidemment, vous avez compris que quand il faut irriguer, s'il n'y a plus d'eau dans la rivière, on a du mal à irriguer. Du coup, ce qu'on observe, en fait, c'est que les rendements agricoles dans le monde ont déjà baissé. Ils ont baissé, comme vous voyez, donc là, c'est les régions tropicales, moins dans les régions tropicales que dans les régions tempérées comme la nôtre, où ça va jusqu'à moins 5% en moins. D'un point de vue économique, ça peut être vraiment très important. Et bon, c'est des boîtes à moustaches. En gros, la médiane est là. Voilà.
Ça veut dire que la moitié est au-dessus, l'autre moitié est en dessous. Bon. Mais c'est un peu pour se repérer. Et aussi par type de culture. Et là, vous voyez qu'en fait, le blé n'aime pas trop, les variations, les chaleurs excessives. Le maïs aime bien les chaleurs importantes, mais il n'aime pas trop les dépasser non plus. Donc vous avez en fait sur ces cultures majoritaires, blé, soja, riz et maïs. Au gros, on parlera surtout de celles-là, parce que c'est celles qui sont le plus cultivées et le plus irriguées. Vous voyez des baisses de rendement qui sont quand même déjà observables, de moins 4, moins 5%. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas que le changement climatique qui va affecter cette baisse de rendement, il faut être honnête. Il y a aussi le problème de perte de sol, le sol qui s'enfonce à cause des pratiques agricoles, bon, le manque d'eau naturellement, mais aussi le manque de personnel pour travailler les terres. Ça, c'est un vrai problème, puisqu'il y a encore des réserves de sol relativement fertiles, mais il n'y a pas la main-d'œuvre. Ou alors, il y a la main-d'œuvre, mais il n'y a pas le savoir-faire pour utiliser des méthodes qui ont des bons rendements. Il faut avoir l'accès aux investissements. C'est un problème de développement qui est crucial pour une bonne partie, notamment pour l'Afrique. La désertification sous l'effet climatique, mais surtout sous l'effet des pratiques agricoles, l'irrigation avec de l'eau saline, par exemple, l'excès d'entrants, des pratiques qui ne sont pas durables, des sols nus, etc. L'étalement urbain, moins chez nous, mais beaucoup, par exemple en Inde ou dans pas mal de contrées, en fait, à travers le monde, qui mangent. Enfin, chez nous aussi, on connaît que le plateau de Saclay, à côté, on a un problème de perte de terres agricoles. C'est les 2 tiers quasiment qui vont être perdus. Et ça, c'est à cause de l'étalement urbain. Et puis de projets technocratiques, de technopoles. Bon. Également, quand on convertit des terres arables qui servaient à faire de l'agriculture vivrière, par exemple, ou de la production agricole pour l'alimentation, et que c'est converti par l'agrobusiness pour ses besoins, notamment pour les huiles oléagineuses, c'est-à-dire en fait essentiellement l'huile de palme, et pas seulement, enfin, on a aussi le tournesol, il y a différentes variétés, et les agrocarburants. Voilà, donc là, c'est toujours agricole, mais par contre, c'est plus pour l'alimentation. Et puis enfin, il y a une compétition avec le photovoltaïque sur les terres, parce que de toute façon, si on veut de la surface pour capturer la lumière du soleil, on la prend quelque part, et c'est pas toujours au milieu du désert. Donc récemment, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu plusieurs crises alimentaires, notamment 2007-2008, et j'en reparlerai derrière, pas seulement à ces époques-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? L'année était un peu sèche en Chine, elle était trop humide au Canada. En réalité, il y a une légère baisse de production mondiale. Comme maintenant, les stocks, on en a quasiment plus, à cause de la demande notamment, eh bien, on est en gestion flux tendu. 3 mois maximum. En fait, on ne peut pas tenir avec une mauvaise année. On peut tenir que 3 mois. C'est très, très peu. Tout ça a été redoublé par la spéculation sur les denrées. Avec la vulnérabilité microéconomique des fermiers et puis de la population, on s'est retrouvé avec une crise sociale, voire politique. Vous voyez, les prix alimentaires, comme ça, ils ont flambé. Là, c'est un indice 100. Et puis, pour la crise de minutes, on est passé à 230. Ça a rebaissé, mais en fait, nous voyons une tendance sur les prix alimentaire qui continue. Et puis en 2011, encore une très très forte hausse. Et en fait, c'est quelque chose qui va s'accroître puisque la variabilité climatique d'une part et son évolution moyenne d'autre part vont de toute façon augmenter les besoins en eau des plantes si on reste sur ce modèle agricole. Vous voyez donc sur cette carte-ci, avec l'explosion des prix notamment en Afrique, vous voyez les pays déclarés en grave insécurité alimentaire et plus généralement les pays où il y a eu des émeutes. Donc les gens dans les rues qui cassent tout, la police qui court après, des fragilisations du pouvoir, etc. Mais aussi des effondrements d'économies locales. Alors, les impacts à venir. Donc j'ai évidemment vous parlé de changement climatique, mais pas seulement. Donc d'une part, les ressources en eau seront encore plus manquantes. D'abord parce qu'il y en aura moins. Alors il y en aura moins, mais pas partout. Donc l'évolution des précipitations qui est prévue, climatiques globaux. Alors évidemment, il y a une question de scénario. Vous voyez, le RCP26, c'est un scénario, c'est celui à peu près qui nous amène à une stabilisation des émissions, voire une petite diminution. En gros, c'est celui qui est compatible avec le plus 1,5 degré, voire plus 2. Il est quasiment impossible d'atteindre 1,5 tellement il est allé loin, mais au moins plus 2, c'est à peu près atteignable avec ce scénario-là. Et scénario 8,5, c'est des watts par mètre carré, peu importe, correspond en fait à ce qu'on appelait le business as usual. Donc en gros, c'est la tendance sur laquelle on était.
C'est une tendance si on ne change pas grand-chose. C'est une tendance si on reste sur cette voie-là d'un point de vue humain, mais si aussi l'environnement veut bien ne pas aggraver par lui-même, par ses rétroactions, cette voie qu'on semble vouloir emprunter. Je veux dire par là que le scénario 8.5 n'est pas un scénario pessimiste. C'est le scénario le plus probable. Et c'est le plus haut qui soit rapporté par le GIEC, par le groupe d'experts sur le climat. Et donc, on va prendre celui-ci parce que pour l'illustration, c'est mieux. Vous voyez que nous aurions, là, c'est pour la fin du siècle, sur certaines zones, notamment, vous voyez, sur la Méditerranée, jusqu'à moins 20% de précipitations en moins. Et puis, vous voyez que c'est aussi quelque chose qui touche l'Amérique centrale et l'Afrique australe, l'Amérique du Sud, et puis l'Australie également, une partie de l'Asie. Par contre, c'est aussi un problème, et je ne vais pas m'étendre dessus, vous avez des zones avec davantage de précipitations, évidemment. Dans le nord, beaucoup les océans. Hein. Quand on vous dit que la machine climatique augmente les flux parce qu'il y a plus de chaleur à évacuer, c'est vrai, mais il se trouve que cette précipitation en plus, elle ne va pas atteindre forcément les continents, et de fait, elle est vraiment concentrée dans des zones océaniques. Ou alors au pôle, où c'est quand même moins intéressant. Mais une augmentation qui est possible, mais pas forcément significative. Vous voyez, c'est assuré voilà, sur l'Afrique de l'Est. Par contre, des gros risques d'augmentation des précipitations, et notamment des épisodes extrêmes sur l'Asie, hein, avec un accroissement de la mousson et surtout de la variabilité de la mousson. Et aussi, bien sûr, enfin, je dis juste pour l'anecdote, beaucoup plus de cyclones, enfin un peu plus de cyclones, mais surtout beaucoup plus puissants sur l'Atlantique. Et puis naturellement sur l'Asie. Alors bien sûr, c'est des modélisations. Hein. Ce sont des modélisations qui sont extrêmement incertaines. Il y a beaucoup de rétroactions, c'est-à-dire d'impact qui affectent à nouveau le climat, donc qui va ensuite impacter les précipitations, notamment puis les températures qui sont présentes et qui sont mal connues ou mal décrites. Bon, il y a encore des incertitudes sur les nuages, etc., sur rétroaction des surfaces continentales. Bon, c'est intéressant, c'est très très utile pour la réflexion, mais ça peut être bien pire ou un peu moins grave. Il faut garder ça en tête. Ce sont les indications pour la réflexion. Alors, les précipitations baissent, l'évapotranspiration augmente, les ressources baissent. Et donc, on arrive à ce genre de scénario où, en fait, à culture en place constante, on ne change pas le modèle agricole, on cultive les mêmes choses, la population est la même, on regarde juste le changement climatique, ce que ça impacte, et vous voyez ici que ce sont les variations relatives des ressources en eau, une fois que la végétation et les cultures ont pris leur part. Et donc, apparaissent avec des pourcentages très élevés, jusqu'à moins 40% pour l'Arabie Saoudite, et moins 20, moins 30, c'est sur des zones qui sont déjà avec peu de ressources. Vous voyez vraiment apparaître ce qu'on appelle des hotspots, la Méditerranée. Hein. Alors, le Nil n'apparaît pas, l'Égypte n'apparaît pas, parce que artificiellement, d'après ce compte-là, il y a plein d'eau qui arrive par au sud. Mais en fait, d'un point de vue local, l'Égypte, bien sûr, sera touchée aussi. Hein. L'Amérique centrale, et puis bon, le Chili. Alors, ce genre de carte, vous avez la Mongolie là, comme c'est pareil, pays, hein, la somme n'est pas très, très pertinente. Donc, en fait, vous avez d'autres zones qui sont touchées si on faisait une analyse plus détaillée spatialement. Ça, on imagine tout de suite que d'un point de vue politique, ça va avoir des conséquences lourdes, localement dans les pays, mais aussi entre pays, hein, avec des stratégies d'accès à la ressource ou d'accès aux terres. J'en reviendrai dessus tout à l'heure. Quand il y a aussi trop d'eau, c'est un problème. Donc là, vous avez les crues, ou inondations, disons, les crues centenales, qui ne provoquent pas toujours des inondations, vers 2080. Et d'après cette modélisation, en fait, en bleu, c'est l'augmentation, vous voyez, avec un indice de 100. Donc, quand c'est 100, la crue centenale, c'est celle qui revient tous les 100 ans. Si elle revient tous les 100 ans, c'est qu'elle a changé. Donc, vous avez des zones où c'est pas trop changé, puis des zones où ça revient plus souvent. Vous remarquerez le nord de la France et l'Angleterre, et puis évidemment l'Inde, et puis les parties tropicales. Voilà. Avec des messages un peu plus flous sur les États-Unis, mais voilà, quand même très, 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 très net sur la Chine. Donc ça, c'est les crues centenales. C'est pas parce qu'on a des crues centenales plus importantes qu'on a plus d'eau. Hein, parce qu'on peut avoir peu d'eau toute l'année, et puis des crues très importantes, c'est simplement que les pluies sont plus concentrées. Et ça, c'est ce qu'on observe en France notamment. On a à peu près les mêmes quantités d'eau, mais avec moins de jours de pluie. Ce qui veut bien dire que les pluies sont plus importantes quand il pleut. Alors, cette carte n'est pas très juste, mais enfin, c'est une carte parmi d'autres. Hein, et il y a d'autres cartes qui montrent, en fait, une augmentation de ces crues centenales sur l'Europe du Nord, ce qui me paraît beaucoup plus réaliste, hein, quand même. Mais voilà, donc il fallait garder en tête cet aspect.
Alors, les tendances sur les pluies, en fait, on est très gêné avec. Comme vous avez vu, c'est pas très significatif sur les tendances passées. Sur les tendances futures, les modèles ont beaucoup de mal. Et c'est très, très difficile. En plus, les précipitations sont liées à plein de facteurs physiques qu'on connaît mal, notamment la formation des gouttelettes ou l'agrégation des gouttelettes dans les nuages, les rétroactions, avec la chimie notamment et les aérosols. C'est extrêmement compliqué. Aussi, les surfaces continentales évoluent d'une façon très non linéaire qu'on ne maîtrise pas, avec beaucoup de cycles emboîtés que je ne vous ai pas montré. Bon. Donc, du coup, on arrive avec des modèles qui ne sont pas vraiment d'accord et puis des tendances qui ne sont pas très nettes. Je vous montre juste l'hiver, là, tel qu'on a vu pour la France. C'est le projet Export 2070. Donc, vous voyez, donc, il y a 7 modèles, notamment. Hein, et il n'y a qu'en hiver qu'on a des tendances qui sont un petit peu significatives. Vous voyez que ce serait plutôt une augmentation sur le nord de la France, mais tout le monde n'est pas d'accord, comme vous voyez. Et une augmentation sur les Cévennes, ça, où il y a déjà une très forte pluie, c'est quasiment unanime. Et bien sûr, sur le sud-est, là, par contre, c'est unanime aussi, quasi unanime. Aussi des vents plus forts, ça c'est important, puisqu'on a quand même connu la tempête de 99, hein, qui a détruit une grande partie de la forêt française, et pas seulement. Bon, différents aspects importants. Aussi, ça c'est les précipitations moyennes, mais il y a aussi les précipitations extrêmes, qui, j'en vous dis, comme je vous ai dit, vont augmenter également plus fort, et aussi plus vite que la moyenne. Alors, on utilise un autre modèle, et on n'a pas fait le même résultat. Ça, c'est le modèle d'EDF. Et vous voyez qu'avec c'est un scénario plus fort, mais vous voyez qu'en fait, là, on a les tendances en été, où d'après cette cartographie, il pleuvra moins, et beaucoup moins, vous voyez, jusqu'à moins 50% en été. En hiver, il pleuvra plus, jusqu'à, vous voyez, plus 25% en hiver. Bon, ça ne veut pas dire que quelqu'un a tort, ça veut dire que suivant les modalités, on obtient des prévisions qui sont différentes. Donc, il ne faut pas chercher à avoir un modèle qui va dire la vérité, mais plutôt à construire une compréhension avec les différents possibles. Voilà. Sinon, globalement, c'est cohérent avec des vents plus violents, etc. Donc, évidemment, un assèchement en été, bon, on l'a déjà vu maintenant pas mal, ça a des conséquences sur la végétation et sur les forêts. Hein. Les forêts ont beaucoup de mal à résister à des assèchements longs, des longues sécheresses, et donc ensuite elles s'enflamment et elles ne reviennent pas sous la même forme. Et puis quand elles reviennent, puis il y a aussi des maladies, etc. Évidemment, les conséquences sur l'agriculture sont évidentes. Sur l'enneigement, j'en parlais, donc je conclus sur l'enneigement avec évidemment des baisses d'enneigement pour 2080, là, ici, là, significatives sur les Alpes. Hein. Vous voyez, donc d'ici 2030, donc dans 10 ans, à moins 30, moins 40, moins 50 dans les basses Alpes, centimètres. Et puis en 2080, vous voyez que c'est à peu près le double. Et puis, il faudrait remonter en altitude pour avoir de la neige, mais déjà en baisse, vous voyez, à 2400 mètres, hein, déjà moins de neige. Après, ça commence à faire haut pour une station de ski. Donc, voilà, on se dirige plutôt vers ce genre de station de ski qui commence déjà aujourd'hui. Hein, donc, des substitutions. Alors, c'est pas forcément en hiver, mais voilà, l'usage de la montagne va changer. Et évidemment, la baisse de cette quantité de neige fait que ça fond moins et ça fond plus tôt. Donc, en fait, les rivières qui sont en aval ont évidemment un régime modifié. À propos de régime, donc justement, qu'est-ce que ça donne la prévision donc, dans les rivières? Eh bien, je vous avais montré déjà une baisse observée des débits moyens, et là, on aurait des baisses très, très significatives sur le volume total qui circule par les rivières. Hein. Vous voyez, sur toute la France, hein, il n'y a pas d'exception, moins 30 à moins 50%, moins 40 à moins 50%. C'est encore plus fort sur la région Adour-Garonne, enfin voilà, sur le sud-ouest. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup moins d'eau. Mais pendant les périodes de basse eau, c'est-à-dire typiquement l'été, les baisses sont encore plus importantes, 30 à 60%. Vous voyez, 30 à 50%. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que la moitié. Sachant qu'on est déjà en stress aujourd'hui avec les niveaux actuels, avec des écosystèmes qui sont menacés, il faut imaginer qu'il y a la moitié de l'eau en moins. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'il y aurait sans doute des hauts débits, disons d'inondation, enfin, des hautes eaux qui seraient un peu plus faibles, mais ce n'est pas vrai partout. Hein, vu qu'il y a plus de précipitations au nord. L'évapotranspiration ne compense pas tout, et donc on aurait sans doute sur les Cévennes, malheureusement, vous voyez aussi sur les gares, là, dans le Var, et on a bien raison de s'en inquiéter, on l'a vu encore récemment, au nord, donc des débits de pointe qui devraient augmenter davantage. Alors, ce qui explique ça, c'est un peu la baisse des précipitations, c'est beaucoup l'augmentation de l'évapotranspiration. Il faut aussi garder en tête qu'avec moins d'eau et des eaux plus chaudes, les températures des rivières vont augmenter significativement. Et là,
Donc, on modélise environ 1,6 degré. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, mais 1 degré d'augmentation, ça change, ça bouleverse un écosystème, 1 degré en moyenne. Ça fait un stress thermique pour les espèces, aussi pour les plantes, important. Et en fait, il y a des poissons qui n'arrivent plus à se reproduire ou qui n'arrivent plus à survivre aux chaleurs, même s'ils vont d'en haut en bas d'une rivière, ça ne suffit pas. Là, par exemple, c'est la truite fario, je crois. Les habitats modélisés actuels, bon, ça c'est la présence actuelle, hein, donc ça colle à peu près. Et puis vous voyez qu'en 2070, ce seraient les habitats. Ça veut dire qu'elles y sont, mais ce seraient les habitats possibles. Et vous voyez une quasi-disparition sur le nord et un retrait vers l'altitude, vraiment, pour le reste du pays. Donc en gros, ce serait un poisson de colline, de montagne. On ne la trouverait plus en plaine. Donc la recharge des nappes. Les nappes servent énormément pour l'alimentation en eau potable en France, mais enfin partout, et notamment pour l'irrigation. La recharge des nappes, évidemment, s'il y a moins de pluie et plus d'évapotranspiration, il reste moins d'eau. Et là, vous voyez qu'elle diminuerait vers 2050, même 60, jusqu'à 50%. Enfin voilà, donc de 10, 20, 40%. Ce qui veut dire, évidemment, d'abord que ces nappes vont dans les rivières ensuite, vers la mer. Les soutiens des rivières en été sont très amoindris et les capacités de prélèvement pour l'eau potable aussi, et évidemment pour l'irrigation. Ça se combine, donc en fait, les nappes, sous l'effet du changement climatique et des pressions de prélèvement, s'enfoncent, et donc c'est des choses vraiment qu'on observe, notamment, bon là c'est l'exemple du bassin parisien, hein, jusqu'à 10 mètres d'enfoncement des nappes, mais aux États-Unis, dans le Galala, c'est 30, 100, enfin c'est vertigineux, c'est des dizaines, voire centaines de mètres d'enfoncement des nappes. Donc la ressource est vraiment menacée, elle est aujourd'hui, mais elle est encore plus demain. Un autre aspect du fait que les nappes s'abaissent, c'est que du coup, elles ont plus de mal à empêcher l'eau salée de la mer de rentrer dans les continents. Et là, nous avons en fait des zones qui sont, quand c'est en rouge, c'est menacé, des zones du littoral qui vont devenir des hotspots, en fait, où l'eau marine va rentrer et donc du coup va polluer l'eau douce qui normalement est là. Ces eaux douces qui souvent servent à l'alimentation en eau potable des villes côtières, donc ne seront plus propres à l'alimentation des villes, qu'il faudra chercher ailleurs avec d'autres conflits. Donc avec l'intrusion saline, on a un gros problème. Alors là, je montre la France, mais en fait, sur le poteau méditerranéen, c'est extrêmement important. Ça se double aussi d'un enfoncement des villes à cause des surprélèvements. Donc les villes s'enfoncent, l'eau saline rentre et le niveau de la mer monte. Voilà, donc ça, c'est le tiercé gagnant. Du coup, les usages vont rentrer encore davantage en compétition. Alors d'abord, quelle est la compétition actuelle sur les usages en France? C'est une carte en France produite avec un outil Strato. Vous avez donc une cartographie des prélèvements, bon, c'est les couleurs de fond, et surtout la répartition entre les secteurs. Bon, là, c'est une carte réalisée en 2006. Donc en France, vous voyez d'abord que les prélèvements ne sont pas les mêmes sur le Rhône. D'ailleurs, il y a plus de prélèvements et plus d'eau, notamment le bassin du Rhône, bassin du Rhin et bassin de la Loire aval. Parce qu'il y a plus d'eau. Voilà. Donc on prélève plus. Et notamment, on prélève plus dans ces zones-là. En rouge, c'est pour l'énergie. Ce sont des centrales nucléaires pour l'essentiel. Concentrées, il y a beaucoup d'eau. Sinon, les prélèvements, quand ce n'est pas pour l'énergie, c'est des prélèvements pour les usages domestiques en violet, là, même si c'est un peu surévalué. Et puis pour toute cette partie sud de la France, beaucoup du vert. Vous voyez, le vert, c'est l'agriculture. Donc vous voyez que l'énergie prélève presque 19 km3 en 2006. Pour un total de 31 prélevés, donc c'est vraiment majoritaire. Et ensuite vient l'agriculture, vous voyez, avec 37%, un peu égalité avec les AEP, mais c'est surestimé, il me semble. C'est 3,5 en fait. Bon, peu importe. Mais en fait, les prélèvements, c'est pas très grave si on rejette l'eau, notamment les centrales thermiques qui font l'électricité, prennent l'eau en amont, refroidissent et puis rejettent l'eau légèrement réchauffée. Donc finalement, cette eau est encore utilisable. C'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est la consommation. C'est l'eau qu'on ne peut plus utiliser après. Et là, ça change complètement. Vous voyez que les parties rouges sont considérablement réduites, et les parties vertes sont beaucoup plus importantes. Bon, sur le nord, il y a assez peu d'irrigation, donc la question se pose moins, mais vous voyez qu'en fait, les grands consommateurs d'eau en France, dans les zones notamment de pénurie, c'est l'agriculture. Ce qui fait que c'est ça qu'il faut cibler quand on réfléchit aux usages de l'eau en France. Donc en France, finalement, voici notre bilan de prélèvement et consommation d'eau. Vous avez les précipitations en grand, et puis ce qui coule dans les fleuves. Et finalement, les prélèvements, c'est tout ça. Vous voyez, l'énergie est majeure, mais finalement, la consommation, c'est la partie bleue. Et vous voyez que finalement, ce qui consomme le plus en relatif, naturellement, et aussi en absolu, c'est l'agriculture, avec également des consommations importantes du secteur tertiaire et résidentiel. L'industrie aussi, c'est très important localement. Voilà. Donc en fait, finalement, ce n'est pas vraiment le problème de l'énergie, mais davantage, même si ça l'est encore, le problème agricole. En fait, de toute façon, c'est un peu tous les usages.
Et il va falloir répartir moins d'eau avec plus de besoins. Des besoins naissants, je vous en montre plusieurs, notamment la neige artificielle, c'est un vrai enjeu actuellement en France. Même le fourrage, maintenant, là on est en montagne. Jusqu'à il y a 10 ans, on n'irriguait pas le fourrage. Maintenant, pour sauver la capacité des éleveurs à pouvoir nourrir leurs bêtes en été, eh bien, ils doivent irriguer le fourrage. C'est vraiment une grande nouveauté. La climatisation va aussi augmenter en été, ce qui veut dire que en été, la surconsommation d'électricité est produite beaucoup par les barrages hydroélectriques. Là, je vous montre au Serre-Ponçon. Ce qui fait que, normalement, ces barrages étaient censés conserver l'eau, donc l'énergie, pour l'hiver, se remplir en automne et pour l'hiver. Maintenant, en fait, ils se vident et risquent de se vider en été et pas être capable de se remplir suffisamment pour faire face aux besoins en hiver. Alors, bien sûr, il y aura moins de besoins de chauffage en hiver, mais normalement, il y a quand même tout le soutien à la consommation électrique qui risque d'être diminuée. Et puis, naturellement, si là-dessus se met une demande en irrigation plus importante, on voit qu'il y a vraiment une difficulté de gestion des barrages. Ça va être très, très compliqué. Les besoins sont maintenus en aval pour le refroidissement des centrales. S'il y a moins d'eau, c'est un vrai problème parce que les bases d'eau se chauffent plus vite et puis on ne peut pas trop prélever. Donc, il y a un enjeu énergétique à pouvoir maintenir la production. C'est pour ça qu'on réfléchit à les mettre davantage le long de la côte. L'irrigation des cultures qui va augmenter, bien sûr. Et aussi les besoins des villes avec le rafraîchissement, la brumisation, les couloirs d'eau, etc. Et naturellement, l'effet démographique, qu'on est plus nombreux. Pour revenir à l'agriculture, qu'est-ce que ça veut dire, le changement climatique et ce problème d'eau et cette température pour l'agriculture? Et là, vous voyez qu'au début, on a des zones où le rendement augmente parce qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, parce qu'il fait plus chaud, c'est cool, mais le rendement baisse aussi. Alors ça s'équilibre à peu près sur les temps actuels et les temps qui viennent. Vous voyez qu'avec le futur, le réchauffement, cet avantage qu'on avait avec le CO2 et avec la température devient vraiment un problème. Il est beaucoup moins présent. Donc les zones où ça augmente, il y a des zones qui deviennent propres à l'agriculture, par exemple, parce qu'elles deviennent tempérées. Encore faut-il qu'il y ait de l'eau. Donc ça, c'est maintenu. Mais néanmoins, ces zones avec un rendement qui augmente se raréfient, tandis que les zones avec un effondrement de la production jusqu'à moins 50 à 100%, donc ça devient impropre, soit, vous voyez, 25, 30, etc., elles augmentent. Et elles augmentent rapidement. Ça, c'est pour la crop yield, c'est la production d'un champ, mais évidemment, la demande, elle, va augmenter. Ça dépend de la nature du commerce, la démographie, naturellement, et les habitudes alimentaires. Donc, ça dépend du climat et des variétés, bien sûr. Mais néanmoins, vous voyez, je vous montre pour le maïs, blé et riz. Vous voyez que globalement, on a des décroissances de la productivité. Là, c'est changement 1, 2, 3, 4, 5 degrés, décroissance de la productivité, parfois abrupte, notamment pour le blé, et pour le riz. Alors, avec adaptation, c'est en gros quand on irrigue. Et si on irrigue, on peut limiter un petit peu la baisse, notamment pour le riz, on peut l'augmenter, d'autant plus qu'il y a du riz sec, je crois qu'il est à l'étude. Bon, ceci dit, cette adaptation suppose qu'on a l'eau, qu'on a le sol, c'est une compétition sur le sol, qu'on a les infrastructures, la capacité de gouvernance pour permettre de l'agriculture et les infrastructures intensives, la formation. Faut qu'il y ait des gens pour le faire aussi et accéder au capital, donc à l'investissement et aux intrants, parce que c'est l'agriculture intensive. Donc vous voyez que c'est pas parce que ça augmente, par exemple ici, que ça va vraiment être une disponibilité réelle. Aux États-Unis, par exemple, on voit que les distributions et les variations de température nous amènent inexorablement dans la zone où la productivité s'effondre. Voilà, c'était juste pour confirmer là-dessus. En fait, on se retrouve d'un problème d'eau à un problème agricole à un problème d'alimentation à un problème géopolitique. Et je vous montre ici la carte des conflits en fait passés qui sont concernés par des problèmes d'accès à l'eau. Et vous voyez que, en gros, c'est une carte rapidos là, qui vous montre le stress, l'intensité d'usage de l'eau, de pénurie d'eau dans les pays. C'est pas très exact, mais c'est une indication. Et les conflits. Et vous voyez que énormément de conflits ont trait à des pénuries d'eau. Alors, ça ne se voit pas là, mais c'est aussi des traits avec le Mexique. Là, c'est aussi un conflit lié à l'eau. Et c'est des conflits qui vont jusqu'à des affrontements avec victimes. Alors, sur cette carte, vous voyez, ça devient la tension diplomatique, à des troubles. On commence à se disputer un petit peu, des tensions avec menace de guerre, voire des vrais affrontements, des affrontements armés. Ils sont très rares, mais ils existent. Et puis, étrangement, sur cette carte, ils n'ont pas mis les eaux du Jourdain avec le conflit israélo-palestinien. Il ne faut quand même pas se tromper.
les conflits à cause de l'eau, juste à cause de l'eau, déclenchés par le manque d'eau, n'existent pas. L'eau est un facteur aggravant, c'est un multiplicateur de menaces, comme dit ce rapport des think tanks à Delphi. C'est-à-dire que ça vient aggraver des menaces, et parfois c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et ça dégénère en conflit. Alors, ça vient s'ajouter donc à des problèmes existants, qui sont par exemple la pauvreté ou des crises économiques. Ou alors des conflits politiques, en fait, dans lesquels l'eau devient en fait un facteur instrumentalisé. Par exemple, sur le conflit israélo-arabe, l'eau n'était pas à l'origine du conflit, mais était instrumentalisée par les uns et les autres en confiscation de la ressource dans un sens, puis dans l'autre, puis ensuite utilisée pour faire pression sur les voisins. Donc, vous voyez que c'est parfois à l'envers de ce qu'on pense. Donc, le changement climatique, plus généralement, donc je vous ai parlé du problème d'accès à la ressource locale, hein, l'eau, mais aussi les sols arables font l'objet d'une compétition. Avec le changement climatique, ça va se déplacer. Il y a des zones où le sol ne sera plus propre à l'agriculture ou qui aura un rendement plus faible. D'autres qui vont permettre l'agriculture, notamment la Sibérie, par exemple. Encore faut-il amener de l'eau dans ces zones-là et être capable, par rapport à toutes les limitations que j'ai dites, de les cultiver efficacement. Mais aussi au pétrole, puisque le changement climatique va libérer des voies, et notamment la voie du Nord, avec des conflits pour l'accès au pétrole, et au trafic d'ailleurs, hein, pas souhait. Voilà. Le changement climatique va aussi modifier, bien sûr, ça vous le savez, apporter de l'insécurité dans le mode de vie, hein, s'il fait trop chaud notamment, hein, puisque on va atteindre des températures absolument délirantes dans des zones déjà très difficiles, mais on va atteindre 40, 50 degrés, 60 degrés à l'ombre. Et c'est pas qu'on ne peut pas cultiver, c'est qu'on ne peut même plus vivre. En fait, c'est la mort si on reste là. C'est la mort. Hein. Donc forcément, les gens vont bouger, créer des migrations, et puis aussi, quand les ressources sont pas garanties, les trafics, les activités illégales, puisqu'il faut survivre. Les événements extrêmes vont augmenter avec des désastres liés au vent, aux tornades, aux précipitations extrêmes, évidemment aux sécheresses, aux vagues de chaleur. Et ça crée du ressentiment. C'est un facteur de conflit parce qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Ceux qui ont les moyens, ceux qui sont à certains endroits, ceux qui arrivent à se déplacer, ceux qui arrivent qui ont le capital et les connaissances pour transformer leur activité. Ça crée du ressentiment au sein des sociétés. La stabilité des prix, on l'a vu avec les crises alimentaires, évidemment, avec les émeutes de la faim. Et au niveau étatique, ou même à l'intérieur d'un même État entre régions, la préemption des ressources. Par exemple, typiquement, entre le Soudan et l'Éthiopie, d'ailleurs aussi le Soudan, et l'Égypte, hein, sur les eaux du Nil, typiquement, ou alors la Turquie, vis-à-vis de l'Iran. Bon. Donc, en fait, il y a des tas de cas comme ça. Forcément, ça peut dégénérer en conflit interétatique, même si pour l'instant, on n'a pas vu de conflit qui avait vraiment cette origine-là explicitement. La montée du niveau marin, j'en ai parlé peu, mais évidemment, ça va effacer des zones souvent très, très habitées, des petites îles, des grandes villes. Voilà. Il y a aussi un effet intéressant qui est la rétroaction, c'est-à-dire qu'on veut s'adapter au changement climatique. Du coup, ça crée d'autres problèmes. Et typiquement, quand on veut s'adapter au changement climatique, c'est qu'on va cultiver ailleurs. On va transformer des zones où les gens habitaient, où les gens cultivaient, en zones de production, par exemple. Et ça crée d'autres problèmes, évidemment, qui viennent s'ajouter, que je cite ici. Donc, les pays qui vont être touchés en premier sont les pays les plus fragiles. Donc, vous avez ici, dans cette classification, vous voyez, évidemment, ça touche beaucoup l'Afrique tropicale, hein, et centrale, mais aussi quelques régions par-ci, par-là. Mais ça, c'est en premier. C'est-à-dire qu'en fait, ça va toucher tout le monde ensuite. Hein. Faut bien le savoir. Alors, quelques exemples rapidement. L'assèchement du lac Tchad, à cause du changement climatique et aussi des pressions d'irrigation, déstabilise l'économie locale. En plus de cela, il y a beaucoup de migrations climatiques des pays sahéliens qui viennent là, donc qui viennent s'installer dans des terres qui sont cultivées ou qui servent à nourrir le bétail. Donc ça crée des tensions locales et ça facilite le recrutement par Boko Haram. Voilà, typiquement. En Syrie, vous avez une série d'années très sèches, jusqu'à 75% de rendement agricole en baisse, une mauvaise gestion avec l'irrigation inefficace, etc., par le pays. Et là, par contre, c'est avéré, ça a énormément contribué, d'ailleurs, c'était dans ces zones-là, des zones de migration, ça a énormément contribué aux tensions et déclenchement de la guerre civile. Voilà, bon, je passe un peu, mais en fait, les estimations modestes ici de 20 à 30 millions de déplacés chaque année, voilà, ça va être la réalité de demain. Alors bien sûr, ça a des conséquences sur le trafic, hein, vous le savez tous, vous suivez les informations, le recrutement pour le terrorisme, etc., etc., et les libertés individuelles. Alors,
le monde s'adapte. Et en fait, tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'adaptation. Et là vient la question, le problème, en fait, de l'accaparement des terres. Donc, c'est quelque chose d'ancien. Hein. Dans leur prospective, il y a des pays qui ont bien compris, enfin, pas forcément des pays, mais des investisseurs en tout cas, qui ont bien compris le potentiel, le risque et le potentiel que représente le changement climatique. Et il y a un vaste mouvement d'accaparement des terres, donc de rachat par des pays qui ont le capital, qui voient ça comme une opportunité économique ou comme une sauvegarde de leur moyen de survie. Et notamment, vous avez des gros acheteurs qui sont la Chine, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Hein, ils ont beaucoup de capital et beaucoup de besoins. Ils sont très menacés par le changement climatique et donc qui ont des stratégies d'achat de terres partout où ils peuvent, en fait. Pas en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, mais aussi, surtout en Afrique australe, Afrique centrale et en Asie. Et alors, à quoi servent ces terres? Ces terres servent à répondre à des besoins actuels, avec des opportunités économiques, genre les agrocarburants, mais aussi à se préserver des capacités de produire de la nourriture plus tard en présence d'un changement climatique. Alors évidemment, quand on fait ça, ça veut dire que les populations locales, elles, vont voir la productivité de leurs terres partir à l'étranger. Donc, c'est évidemment un enjeu de développement. Alors, à quoi ça sert aujourd'hui? Ces terres accaparées, ça sert essentiellement à faire pousser la nourriture et des biocarburants. Un peu de bois, du tourisme, bon, un peu de spéculation. J'achète, je revends, je fais monter les prix, et puis marginalement, le reste. Accessoirement, d'ailleurs, la séquestration du carbone, c'est très marginal, mais c'est quand même utile d'un point de vue économique. Et donc, c'est bien pour l'alimentation. Alors, c'est pas toujours pour manger, puisque vous avez les agrocarburants, c'est essentiellement du palmier à huile, mais ça peut changer plus tard. En tout cas, c'est une garantie de survie plus tard. Donc, vous avez quelques hotspots particuliers d'accaparement, où en fait, c'est essentiellement, vous voyez, pour ceux qui sont retenus, c'est essentiellement du palmier à huile, hein, avec éviction des paysans, conversion massive, déforestation, etc. Donc, c'est un processus qui pose beaucoup de problèmes. Et donc, à quoi sert cette agriculture? Cette agriculture, elle ne sert pas à nourrir les gens. Elle sert à nourrir le bétail pour faire de la viande. Tout le monde ne mange pas de viande, mais néanmoins, l'essentiel des prélèvements en eau sur Terre servent, vous voyez, là, vous avez là ici, les usages domestiques, c'est pour boire et se laver, industriels, bon, compris, mais l'essentiel, c'est pour l'agriculture et 50% pour l'agriculture qui sert à nourrir le bétail. Donc, les usages de l'eau dans le monde, vous voyez, vert clair, orange, c'est l'usage agricole, c'est l'eau est majoritairement utilisée pour l'agriculture. Et donc, c'est une réalité, l'eau est utilisée massivement pour l'agriculture. Et du coup, elle n'est pas toujours dans les rivières, elle est prélevée aussi dans les nappes. Et vous avez en bleu ici, et en rouge, c'est plus grave, les nappes souterraines qui sont en baisse, voire en baisse dramatique. Et on peut identifier à partir des usages qui sont là que c'est, alors, other, c'est souvent soja, hein, par exemple ici, mais c'est souvent le fourrage en rose, hein, la canne à sucre, ou pour faire les agrocarburants, le riz, ça dépend des zones, et le blé et le maïs. Voilà. Donc, c'est pas 100% comme ça, mais c'est essentiellement, vous voyez qu'en gros, l'eau sur Terre est utilisée pour l'irrigation, et pour l'irrigation, donc blé, maïs, fourrage, soja, servent pour l'alimentation du bétail. Ce qui veut dire que, on voit ici, pour faire 1 kilo de viande de bœuf, il faut environ 15 000 litres d'eau, c'est moyenne mondiale, alors que pour faire 1 kilo de pain, de protéines toujours, il faut 1300 litres. Donc en fait, il faut 15 fois plus pour faire des protéines sous forme animale que sous forme végétale ou légumineuse. Et ça veut dire qu'en fait, le régime alimentaire détermine beaucoup plus sûrement les usages de l'eau dans le monde que les précipitations ou que le changement climatique. Donc pour vous illustrer ça encore plus, en France, on utilise jusqu'à 4150 litres d'eau par jour et par personne. C'est une moyenne, c'est approximatif. Bon. Et 150 litres d'eau, vous les voyez. Tout le reste, vous ne le voyez pas. Ces 150 litres d'eau, c'est celle que vous touchez pour arroser le jardin, laver la voiture, les sanitaires, l'alimentation, le linge, etc. Mais là-dedans, en fait, on ne boit que 2,5 litres par jour, en moyenne, sur 4150. Et le reste, c'est quoi? Et bien, le reste, vous avez 1000 litres environ, c'est pour tous les objets qui ont demandé de l'eau dans la fabrication, y compris les objets d'ailleurs en tissu, qui passent par l'agriculture, et puis l'alimentation, 3000 litres. Parce qu'il faut faire pousser tout ça. Et, bon, bien sûr, il y a la viande qui est présentée. Vous voyez que sur notre signature d'eau, en fait, on ne voit que 150 litres sur 4150. Et tout le reste est caché.
Et l'essentiel de ce qui est caché, c'est l'alimentation. Et là-dedans, donc, la viande vient couvrir l'essentiel. Alors, la viande, c'est aussi les œufs, le poulet, le porc, le fromage, hein, et le lait. Bon, du coup, ça donne lieu à des transferts d'eau virtuelle extrêmement importants à travers le monde. Hein. Je fais une culture ici, je l'exporte là. Et notamment, ce sont les empreintes hydriques totales, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette courbe-ci, je vous montre ce qui est consommé ce qui est national, c'est ça. Et c'est l'eau virtuelle, donc c'est les importations d'eau de l'étranger pour ses besoins internes, mais d'eau, pas sous forme d'eau, mais sous forme de produits. Donc là, vous avez la France. Hein. Donc la moyenne dans le monde, c'est 1000 mètres cubes par an et par habitant, qui est de l'eau venant de l'extérieur pour l'ensemble des pays du monde. Mais la France, nous, on est là, on est à 1700. Le monde on est à 1300. On est un peu au-dessus. Et alors, c'est pourquoi? C'est pour la production du lait et la production de viande. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Après, vous avez l'huile végétale, qui est en jeu. Et puis, alors, café, thé, chocolat. Et oui, parce que ça demande beaucoup d'eau. Alors, de l'eau de pluie, certes. Mais en fait, vous voyez que c'est une demande qui paraît assez anodine, mais en fait, elle est très importante. D'ailleurs, c'est très menacé par le changement climatique. Et alors, par rapport à l'agriculture, qu'est-ce qu'on a en premier? On voit blé, riz, maïs, fourrage. Voilà. Et puis, on doit avoir soybean, comme je vous disais, soja ici. Voilà. Tout ça, donc, c'est pour l'alimentation du bétail. Donc, en France, eh bien, vous voyez que la France produit un petit peu de ce qu'il faut pour ses besoins localement, mais vous voyez que l'empreinte eau de la France s'étend au monde entier, avec une de très forte. C'est inattendu, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, on utilise l'eau pour nos besoins d'Inde, d'Amérique du Sud, du Nord, là, Brésil, tout ça, Amérique, bien sûr, pour le soja, nos vaches, toute l'Asie, en fait. Et cette demande, donc, 22%, vous voyez, c'est lié. Pour le coton, c'est dérivé, par exemple. Donc, c'est tissu. Voilà. Et en fait, je crois que c'est un facteur de 10. Hein. Voilà, c'est ça. 90% de nos besoins sont satisfaits par l'eau à l'étranger. Donc, en fait, les stress hydriques dans les pays dont on parle, qui ont des problèmes, etc., en fait, c'est aussi à cause de nous, et puis plus globalement à cause des pays de l'OCDE. Là-dedans, vous voyez, c'est un scénario qui montre en fait une prospective pour 2050 sur les habitudes alimentaires, et vous voyez que il est prévu que les pays en développement augmentent leur consommation de viande de 50%. Et avec le facteur 15 que je vous expliquais entre la viande de vache, par exemple, et le blé, avec ce facteur 15, le bras de levier est énorme. Et en fait, dans toutes ces courbes qu'on voit, etc., il y a des petites variations, etc., mais le plus important, c'est là. Et ça, doublé avec la démographie, ça a le potentiel de de doubler en fait le besoin en eau mondial, juste à cause des habitudes alimentaires. Donc, si les Chinois se mettent à manger de la viande, par exemple, 10% des Chinois mangent de la viande en plus, voilà, on a quasiment doublé la demande en eau mondiale. Donc voilà, si vous devez retenir quelque chose, c'est que la gestion de l'eau et le changement climatique, c'est quelque chose qui est très imbriqué. Vous avez, en plus donc, du changement climatique, les variations d'usage, donc des compétitions avec les agrocarburants. Quand vous allez à la pompe acheter, soi-disant de façon écologique, du carburant qui contient un peu d'agrocarburant, finalement, il a fallu déforester la forêt tropicale, la forêt brésilienne, l'Asie, pour planter des palmiers à l'huile ou Cameroun, sur des milliers d'hectares, pour mettre un petit peu d'agrocarburant. C'est pour ça que je ne dis pas des biocarburants, c'est des agrocarburants. Le refroidissement des centrales va demander plus d'eau, et puis il y a cette demande énergétique qui correspond aussi, mécaniquement, nucléaire ou pas, à des centrales en plus. La demande en eau, avec la filtration, le dessalement qui va être un enjeu particulier et qui demande en plus de l'énergie, ça j'en ai parlé, et le photovoltaïque qui demande la surface aussi, donc du sol. Et il y a aussi, soit dit en passant, le photovoltaïque a besoin d'être lavé. Sinon, s'il y a du sable dessus, le rendement s'effondre. Donc en fait, il y a une grosse consommation d'eau pour le photovoltaïque, qui est en plus souvent dans des zones arides. Voilà. Un autre gisement de consommation d'eau et donc d'économie d'eau, c'est le gaspillage alimentaire, puisque toute nourriture gaspillée, c'est de l'eau gaspillée. Donc en fait, on perd environ le tiers de la production agricole mondiale en gaspillage. Alors chez nous, c'est moitié à la maison, moitié avant l'achat, moitié après, moitié avant.
dans les pays à faible revenu, c'est beaucoup des pertes en fait en champ. Mais c'est un gros potentiel d'économie d'eau. La démographie, c'est le facteur dont j'ai un peu parlé, mais qui est facteur essentiel. C'est-à-dire que si on peut faire des efforts sur nos émissions de gaz à effet de serre, notamment, ou sur notre alimentation, mais si la population double, passe de 7 milliards à 10, voire à 15, tous ces efforts sont complètement compensés tout de suite, et voire complètement dépassés. Donc les gros foyers d'augmentation de la démographie, c'est l'Asie, vous voyez, plus 1,2 milliard, et puis l'Afrique, et singulièrement le Nigeria, essentiellement le Nigeria. Voilà, les autres pays ont une faible démographie qui augmente, mais beaucoup moins significativement. Le gros poids viendra de l'Asie et de l'Afrique centrale. Donc globalement, quand on met tout ça ensemble, habitudes alimentaires, démographie, changement climatique, vous voyez qu'il faut regarder cette partie-ci, et bien sûr en incluant l'eau virtuelle. Vous voyez que la demande en eau en 2000, si on se projette en 2050 seulement, devra augmenter de 50%. Ça, c'est les tendances, il y a beaucoup de travail derrière. Alors évidemment, ça dépend des lieux, mais ce qui augmente beaucoup, c'est l'industrie, l'électricité, et bien sûr la démographie qui est associée, parce qu'incorporé là-dedans, il y a le développement. Donc quand on se développe, forcément, l'augmentation des besoins en ressources est significative. 50% en plus, sachant que, évidemment, les ressources vont baisser. Et là, c'est une comparaison des ressources, enfin du rapport entre la demande en eau et la ressource renouvelable. Vous voyez qu'avec le changement climatique, il y a des zones où il y aura relativement moins d'eau dans ces zones-ci, comme vous voyez là, sur cette carte-là, etc. Je ne commente pas trop. Mais si vous incluez la démographie avec le changement de population, juste le changement de population, voici les couleurs que vous avez. Donc vous comparez, et là, quand on voit ça, on se rend compte qu'évidemment, le problème majeur pour l'accès à l'eau, donc pour l'alimentation et l'économie, c'est la démographie. Agir sur l'agriculture, changer le régime alimentaire ou agir sur la démographie, c'est aussi agir sur le changement climatique, puisque l'agriculture est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Vous avez là le camembert, affolu, donc c'est agriculture plus déforestation, essentiellement. Et donc, vous voyez, c'est un quart. Et dedans, c'est fermentation entérique, fumier. Voilà. Donc, les deux postes ici sont liés à la fermentation entérique, c'est la digestion par les bovins, et au vin. Et vous voyez qu'en gros, c'est la moitié des émissions. Donc, si on agit sur les habitudes alimentaires, on agit aussi sur les émissions de gaz à effet de serre de façon très significative. Et vous voyez que les émissions agricoles sont concentrées là. Alors, c'est les méchants chinois et indiens, mais enfin, en tout cas, leur production, c'est pour nous. Donc, en fait, ce sont nos émissions, vous pouvez le constater. Voilà. Bon, donc j'ai fini. Je reste là. J'espère que vous avez compris l'essentiel de là où je voulais en venir. Et je vous remercie pour votre attention.